Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que le vivant? Où se trouve la frontière? Après des siècles de recherche, la matière reste encore pleine de mystères. Et que dire de la vie? Ce phénomène inouï, connu à ce jour seulement sur Terre, et qui s'y déploie avec une diversité extraordinaire. La science n'a de cesse de repousser les limites de notre compréhension et de notre connaissance de l'univers. Et pourtant, l'univers garde bien des secrets que nous allons tâcher de toucher du doigt, un peu comme l'Adam de Michel-Ange sur sa fresque, avec l'aide de nos experts. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la 3e table ronde à ciel ouvert Sciences et Spiritualité, un programme de la Faculté de théologie de l'Université de Genève, en partenariat avec la Fondation Yves et Inès Oltramar. Et pour ouvrir cet événement, merci d'accueillir avec moi le vice-recteur de l'Université de Genève, M. Stéphane Berthet. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'Université de Genève pour cette table ronde sur le thème « L'énigme de la matière, de l'inerte au vivant ». C'est un événement qui s'inscrit dans le contexte du programme à ciel ouvert, Sciences et Spiritualité, initié par notre faculté de théologie, grâce au soutien précieux de la Fondation Yves et Inès Oltramar, que j'ai le plaisir de saluer et de remercier. L'université est fière de ce programme novateur, puisqu'il se place hors du cloisonnement habituel des disciplines telles que la théologie, la philosophie, la physique, la biologie ou encore l'astrophysique. Il se veut être une fenêtre ouverte sur l'état actuel des connaissances dans ces domaines afin de pouvoir appréhender et comprendre le monde qui nous entoure par des réflexions interdisciplinaires sur des thématiques à la frontière entre science et spiritualité. À l'heure où certains discours ou ouvrages proposent, en liant science et religion, une approche pseudo-scientifique qui prétend apporter, par exemple, des preuves de l'existence de Dieu, il nous paraît important de préciser que ce programme à ciel ouvert, Sciences et Spiritualité, n'a absolument pas vocation à fournir des preuves à l'appui de thèses théologiques. Il s'agit plutôt d'un véritable dialogue interdisciplinaire sur l'énigme des origines, la place et le sens de l'être humain dans l'univers. Aujourd'hui, nous allons donc parler de matière, de la vie, et nous aurons sans aucun doute en toile de fond 3 grandes questions millénaires. Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que la vie? Sommes-nous seuls dans l'univers? En 1995, les astronomes de l'Université de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, prix Nobel de physique en 2019, apportaient avec leur découverte de la première planète hors de notre système solaire une réponse définitive à une autre grande question millénaire: existe-t-il d'autres mondes? Cette découverte a redonné un élan à la question de la vie dans l'univers. Et actuellement, l'objectif de bon nombre de développement d'instruments extrêmement sophistiqués, tant spatiaux que terrestres, vise à découvrir la vie ou des traces de vie hors de notre planète. Nul doute qu'une telle découverte aurait un impact philosophique et théologique considérable. Et sur cette question de la vie ailleurs dans l'univers, il est à souligner que l'Université de Genève, et plus précisément notre faculté des sciences, a créé il y a un peu plus d'une année un centre sur la vie dans l'univers. Ce centre, qui est amené à se développer, réunit des chercheurs et chercheuses de différentes disciplines, chimie, biologie, sciences de la Terre et du climat, en plus de l'astronomie. La création de ce centre vise à inscrire dans la pratique une approche transdisciplinaire cohérente en tirant parti de plusieurs percées récentes et simultanées en astronomie, en planétologie, en chimie moléculaire et en biologie pour relever l'un des plus grands défis transdisciplinaires de notre époque. Le lien qui pourra, espérons-le, être établi entre ce centre et le programme à ciel ouvert laisse entrevoir de belles discussions. Cela dit, de belles discussions, nous allons en avoir aujourd'hui, puisque nous avons la chance d'avoir un panel d'experts et d'expertes qui vont partager avec nous leurs réflexions sur des thèmes tels que matière, antimatière, matière animée et inanimée, dualité, matière et spiritualité, ou encore l'origine de la vie sur Terre et son évolution. Autant de sujets captivants qui nous laissent augurer de magnifiques et passionnantes discussions. Et j'en remercie d'ailleurs déjà par avance nos invités et nos invités. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de matinée, une excellente table ronde,
et je leur cède la parole. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le vice-recteur. Effectivement, nous avons la chance d'avoir avec nous, se succédant à cette table ronde, 5 chercheurs et chercheuses qui incarnent les mérites du dialogue interdisciplinaire. Nous parlerons astronomie, astrophysique, physique quantique, physique des particules, biologie, chimie, mais aussi théologie et philosophie, pour livrer quelques clés de compréhension du monde, celui qui nous entoure et celui qui nous inclut. Mesdames et messieurs, vous avez également la possibilité d'entrer dans le dialogue en posant vos questions en ligne à partir du lien qui s'affiche sous vos yeux et qui vous dirigera vers le site de la faculté de théologie. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'ouvrir la première séquence de notre table ronde, Matière et antimatière, voyage aux confins de l'invisible. Guylain Waterloo, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie de la religion et d'éthique à la faculté de théologie, ici à l'UNIGE, agrégé docteur en philosophie. Vous vous êtes d'abord spécialisé en philosophie morale et politique. Puis, vous vous êtes tourné vers l'étude de la pensée religieuse de Rousseau et la pensée de Bergson. Sur ces 2 auteurs, vous avez écrit plusieurs ouvrages. Vous travaillez également depuis de nombreuses années sur la question de l'expérience religieuse et mystique en tant que telle, mais également dans sa relation au corps social. Nous y reviendrons. Parmi d'autres fonctions, vous êtes notamment président de la Société francophone de philosophie de la religion à Strasbourg et membre du conseil de l'Institut roman de systématique et d'éthique, l'IRSE. Giuseppe Iacobucci, vous êtes professeur en physique des particules et président de la section de physique de l'Université de Genève, que vous avez rejoint en 2011 et où vous avez dirigé le département de physique nucléaire et corpusculaire. Vous êtes un chercheur européen accompli, puisque votre parcours à l'Institut national de physique nucléaire à Bologne, en Italie, vous a ensuite conduit, au travers de vos recherches en physique des particules, vers le laboratoire DESY à Hambourg et au CERN. Vous êtes notre précieux, si vous permettez, monsieur boson de Higgs, puisque vous êtes le responsable national suisse de l'expérience Atlas, du LHC, du CERN, une des 2 grandes équipes qui ont découvert le boson de Higgs en 2012, dont la découverte fait 10 ans cette année. Votre laboratoire à l'UNIGE développe des capteurs au silicium de nouvelle génération parmi les plus rapides au monde, pour des applications dans de futures expériences de physique fondamentale et dans le domaine médical. Inès Safi, vous êtes notre 3e invitée pour l'ouverture de cette table ronde. Vous êtes polytechnicienne, chercheuse en physique théorique au CNRS, au laboratoire de physique des solides à l'université Paris-Saclay. Votre goût pour les sciences et tout particulièrement les mathématiques n'a d'égal que celui que vous nourrissez pour les lettres, arabes et françaises. De nationalité franco-tunisienne et de culture spirituelle musulmane soufie, vous nous en parlerez beaucoup, vous êtes une globe-trotteuse guidée par le goût des équations, mais aussi du dialogue interdisciplinaire et interculturel. Vous prônez une tradition spirituelle articulée entre beauté, amour et connaissance. Un portrait dans le monde vous a décrite comme la diplomate de l'islam. Votre trajectoire vous a amené à traverser d'abord la Méditerranée, de Tunisie à la France, puis l'Atlantique, de la France aux États-Unis, où vous avez étudié à l'université Rutgers au New Jersey. C'est là que vous êtes tombé dans la marmite de la physique quantique. Discipline qui vous paraissait absolument irrésistible, puisque, je vous cite, « elle vous pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses », ce qui promet, et nous invite à la perplexité. C'est au nom de cette perplexité et de l'amour des questions que je suis heureuse de vous inviter à prendre la parole sur un thème que vous nous proposez, la matière, le peu que nous en savons et tout ce que nous en ignorons.
Bonjour à tous. Merci infiniment aux organisateurs de m'avoir invité à ce bel événement. Merci infiniment, Marie-Gabrielle, pour cette présentation trop élogieuse et poétique qui me va tout à fait. Alors, je peux supposer que vous avez entendu parler du prix Nobel qui a honoré la physique quantique cette année. Et en particulier, parmi les lauréats figure mon ancien professeur à Polytechnique, Alain Aspect. En fait, c'est là où j'ai commencé à avoir du goût pour la physique quantique avant d'aller aux États-Unis. J'ai failli par ailleurs accepter sa proposition de faire une thèse, mais j'ai préféré finalement la voie de la physique théorique. Je suis très heureuse aussi de voir que Nicolas Gisin est ici et je tiens aussi à rendre hommage aux expériences fabuleuses qu'il a pu réaliser et reproduire donc, dans la continuité de ce premier travail d'Alain Aspect. Donc je suis vraiment contente pour Alain Aspect. La reconnaissance est enfin arrivée, elle a mis un peu de temps. Alors je fais de la théorie, en fait dans ma recherche, j'obtiens des résultats théoriques, mais qui ne sont pas déconnectés de la réalité en quelque sorte, et qui ont pu être dans plusieurs circonstances testés expérimentalement par des groupes, des collaborateurs, expérimentateurs. Et cela, ça a été fait avec une grande précision. Et évidemment, je ne suis pas la seule, puisque plusieurs expériences en physique quantique ont obtenu des prédictions très précises, ce qui fait que c'est aussi ce qui explique que la physique quantique a révolutionné nos modes de vie, de communication, avec des retombées technologiques que je ne vais pas énumérer ici. Mais, en contraste avec cette précision, il y a quand même des lois qui restent très énigmatiques et incroyables. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que la physique quantique nous permet de prédire, mais ne permet pas de décrire ce que c'est vraiment que la matière, ou en tout cas ce que c'est qu'un fond de matière. Et afin de vous en donner une intuition, je vais utiliser une métaphore que j'utilise souvent dans mes conférences de vulgarisation, à savoir une fève quantique. Cette fève quantique, elle ne peut avoir que deux couleurs. Donc la propriété couleur est ce qui m'intéresse ici. Je vais dire que c'est rouge ou vert. Donc couleur verte ou rouge. Et ce qui est déjà une étape un peu pas très ordinaire, c'est qu'à cette couleur, je vais pouvoir associer une flèche. Et pour les deux couleurs, je vais choisir des flèches qui sont perpendiculaires entre elles. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que ces deux flèches donc, ont la même longueur. Elles vont décrire, leur pointe va décrire un cercle. Mais si je me place, je considère une flèche intermédiaire, qui est en fait la somme vectorielle, pour ceux qui savent ce que c'est que la somme vectorielle des deux flèches, et bien ça aussi, ça décrit, ou ça peut être associé à un état de la fève. Et c'est là que les problèmes vont commencer. C'est vraiment le principe le plus mystérieux et essentiel de la physique quantique, c'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Parce que cette troisième flèche qui est entre les deux, à quelle couleur est-ce qu'elle correspond? En fait, à aucune couleur. Il ne faut pas croire que c'est parce que j'ai mélangé la couleur verte et la couleur rouge que je vais obtenir la couleur marron. Pas du tout. Donc la couleur associée que va décrire, on va dire de la fève, quand elle est décrite par cette flèche, est complètement indéterminée. Alors maintenant, je suis têtue et je veux absolument voir quelle est la couleur de la fève quand même quand elle est associée à cette flèche. Ce que je fais, c'est que je vais faire une observation, parce que je cherche à définir une propriété qui m'est habituelle d'après mon monde classique. Et bien là, le résultat de mon observation peut être, d'une façon égale, une chance sur deux d'avoir la couleur verte, d'observer une couleur verte, et une chance sur deux d'observer la couleur rouge. Et c'est un résultat complètement aléatoire que je ne pouvais pas déterminer en avance. C'est une propriété qui n'était pas déterminée avant que je fasse l'observation. Je n'ai aucun moyen de la déterminer, et donc c'est un petit peu comme si la fève avait fait son choix de couleur sur un coup de tête. C'est comme si aussi je l'obligeais à faire ce choix juste au moment où je la fais subir à un interrogatoire « Quelle est ta couleur ?» Mais une fois que la fève choisit cette couleur, sa couleur devient déterminée. Donc elle revient à l'une des deux flèches, rouge ou verte.
mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle devient, entre guillemets, classique. Alors, à quoi servent ces flèches? À quoi ça correspond? Ce qu'il s'agit, ce sont des entités mathématiques, purement mathématiques, qui me donnent des outils de calcul. Le calcul de quoi? Le calcul de probabilité d'observer la couleur rouge ou la couleur verte. En fonction de la position de la flèche dans mon cercle, je vais avoir des probabilités différentes. L'exemple dont je vous ai parlé, c'est le cas où j'ai une somme avec des poids égaux pour les deux flèches. Et une erreur très fréquente consiste à penser que ce sont des probabilités que la fève soit de couleur verte ou de couleur rouge. En fait, on ne peut pas évoquer être dans ce cas-là. Alors, je vais essayer maintenant faire une conclusion rapide. C'est que les catégories, les propriétés qui sont habituelles, qui définissent les catégories maintenant, ne correspondent plus à la réalité. En fait, ce réel microscopique, tout ce que le langage en dit, tout ce que le langage nous dit du réel n'est pas le réel. La physique quantique ne nous dit pas ce qu'il est, elle nous dit ce qu'il n'est pas. Il est en fait sans trajectoire, il n'y a pas de propriété déterminée avec la mesure, il est non séparable, non local. Et tout ce réel nous échappe à nos sens, une impossibilité de pouvoir y accéder. La matière se dissout en quelque sorte dans l'idée. Et évidemment, cela a amené à plusieurs interprétations parce qu'on cherche en tant que physicien à savoir vraiment ce qui est caché derrière. Et cela donne plusieurs interprétations qui sont toutes cohérentes avec une même expérience. Et l'intérêt de ces impossibilités quantiques, c'est qu'elles ont donné lieu à la deuxième révolution quantique, dont Nicolas Gisin est un acteur principal, mais c'est surtout la révolution de notre vision du monde à laquelle ce nouveau paradigme nous appelle, et je pense que nous n'avons pas encore tiré les leçons de cette révolution. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Inès Safi. Rejoignez-nous. Nous allons tâcher d'expliciter tout ça. Mais tout de suite, je rebondis sur ce que vous nous disiez, ce réel qui échappe à nos sens, et je me tourne vers Giuseppe Iacobucci. Dans ce monde subatomique dont vous êtes expert, l'équipe du LHC a réalisé l'impensable en captant l'insaisissable, ce fameux boson de Higgs, dit la particule de Dieu. Alors cette particule de Dieu, qu'est-ce que c'est? Existe-t-elle? Oui, la particule de Dieu, comme on l'appelle quelquefois, le boson de Higgs existe, bien sûr, mais pas seulement. Le boson de Higgs a un rôle fondamental dans la physique d'aujourd'hui, dans la façon dans laquelle notre univers fonctionne. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer une particule élémentaire, par exemple un électron, qui a une masse intrinsèque et qui se déplace dans notre univers. Ce n'est pas comme ça. Si on regarde les équations de la théorie du champ quantique qui décrit le mouvement d'un électron, par exemple, on voit qu'il n'y a pas de masse intrinsèque possible. Alors, toutes les particules sont sans masse intrinsèque, mais ils vont acquérir une masse avec un mécanisme dynamique. C'est-à-dire, notre univers n'est pas vide. Notre univers est plein, avec une très haute densité de bosons de Higgs. Alors, particule sans masse, un électron sans masse, ne se déplace pas dans le vide, mais dedans cette très haute densité de bosons de Higgs. Et ce sont cette interaction qui donne une masse à l'électron, comme à toutes les autres particules élémentaires. L'univers pourrait-il être tel qu'il est, ou serait-il autrement sans le boson de Higgs? Toutes les particules sans masse, ça signifie qu'on n'a pas des atomes, on n'a pas de noyaux, on n'a pas des atomes, on n'a pas la chimie, on n'a pas la biologie, on n'est pas là. Et donc pas de structure, pas de vie. Pas de structure, pas de vie. Donc le boson de Higgs et le champ de Higgs, n'est-ce pas, qui oui, parcourt l'univers, est-ce qui permet de transformer l'énergie en masse? Ce n'est pas le boson de Higgs, le champ de Higgs qui nous permet ça, mais c'est la physique elle-même. C'est la célèbre équation d'Einstein, c'est pour l'énergie égale à la masse qui multiplie la vitesse de la lumière au carré. E égale MC. E égale MC au carré. Voilà. C'est ça. Alors, ça nous dit que c'est possible de transformer de l'énergie en masse et de la masse
en énergie. Mais bien sûr, il faut respecter des règles. Un autre concept à éclaircir, vous me disiez, on ne peut pas parler de matière sans parler d'antimatière. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'antimatière? Alors, l'antimatière existe, ça c'est la première chose, et on l'utilise aujourd'hui dans la médecine nucléaire, par exemple, dans tous les hôpitaux. Si on a besoin de faire un examen, une PET, par exemple, on injecte dans une personne une très petite quantité d'une substance radioactive qui fait des désintégrations radioactives. Donc, dans une désintégration, on a typiquement de la matière et de l'antimatière. Voilà, alors cette composante d'antimatière, on l'utilise dans les hôpitaux, en particulier des positrons, ce sont les antiparticules des électrons, ce sont des antiélectrons. Et dans l'univers, la constitution de l'univers, on a donc matière, antimatière, particules, non-particules ou antiparticules qui se correspondent? Donc, on revient sur l'équation d'Einstein. On peut transformer de l'énergie en matière et vice-versa. Mais on ne peut pas transformer de l'énergie en matière, mais il faut transformer de l'énergie en matière plus antimatière. D'accord? Maintenant, supposons la chose suivante. On a beaucoup de matière. Merci. On a beaucoup de matière et beaucoup d'antimatière. D'accord? Et on a cette transformation. On commence avec de l'énergie et on a de la matière d'un côté et une quantité équivalente d'antimatière dans l'autre. Mais après, je vous ai parlé de désintégration. La matière va se désintégrer, l'antimatière va se désintégrer. Alors, supposons maintenant qu'elle se désintègre dans la même façon, alors rien ne se passe. Mais supposons qu'il y a un décalage entre la désintégration de la matière et la désintégration de l'antimatière, un petit décalage peut nous amener à un excès de matière sur l'antimatière. Ce qui est ce que nous connaissons aujourd'hui. Et la raison pour laquelle on est fait, nous, on est fait par molécules de matière, le câble, l'air qu'on respire, il n'y a que de la matière normalement. De la matière. Voilà comme on pense que l'antimatière est disparue. Je dis on pense parce qu'on n'a pas encore trouvé. Et où est-elle passée? Ces petits décalages. Non, elle est devenue de l'énergie. Elle est devenue de l'énergie. Transformation, c'est seulement l'excès d'antimatière par respect à la matière qui reste et a créé tout ce qui est autour de nous. Donc pas de matière sans antimatière, mais celle-ci a disparu, elle s'est transformée en énergie. Et puis nous avons encore la matière noire ou sombre, et même l'énergie noire ou sombre. Cet univers qui constitue également l'univers invisible que nous ne pouvons pas saisir par nos sens, qu'en est-il? Oui, je pense qu'il faut commencer avec un bilan de l'énergie matière dans l'univers. Alors, ce qu'on appelle l'énergie matière visible, ce qu'on connaît, c'est-à-dire toutes les galaxies, toute la lumière, toutes les planètes, toutes les molécules et toute la lumière, si vous voulez, toute l'énergie, ça nous donne à peu près 5% de le total qu'on a dans l'univers. Comme vous voyez, on connaît beaucoup, mais on connaît très peu. On connaît que 5%. Quelques chiffres pour que nous réalisions les choses. Quel est le pourcentage de ce que nous connaissons par rapport à ce que nous soupçonnons? Donc, on sait que la quantité de matière normale, d'accord, et énergie est 5% de l'univers. Oui. Ça, c'est le secteur qu'on peut appeler visible. Après, il y a le secteur noir, sombre. Oui. Et là, on a à peu près 2/3 d'énergie sombre, qui est quelque chose de très intéressant, et on a 1/3 qui est de la matière sombre qu'on cherche sous forme de particules, par exemple au CERN, et pas seulement. On a beaucoup d'expériences aux accélérateurs et aussi avec des technologies différentes partout sur la planète pour essayer de vérifier qu'il s'agit de particules. Mais je rebondis, pardonnez-moi de vous interrompre, vers votre voisin Guylain Waterloo, parce que tout de même, quand des physiciens réussissent à capter des particules invisibles, c'est quand même quelque chose qu'un théologien ou un croyant peut envier. Capter l'invisible, révéler l'invisible. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'on a longtemps pensé
que l'univers était assez simple, si vous voulez, composé des atomes, à la recherche desquels on a été pendant plusieurs millénaires. Pensez, les atomes, Démocrite, on remonte à 2500 ans. On a pu établir la réalité atomique par l'observation au début du XXe siècle, c'est récent. Mais depuis, les choses se sont encore considérablement compliquées. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, ce sont, dans l'effort scientifique, ce sont les abîmes qui s'ouvrent, c'est-à-dire découvrir que l'univers, ce qui nous entoure, est toujours plus profond qu'on croit qu'il l'est. Vous savez, à la fin du XIXe siècle, il y avait une croyance dite positiviste, qui était que la science accumule des résultats et, un peu à la façon d'une montagne, elle va à la fin tout réunir et aller au sommet, elle tiendra tout. Et aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que plus elle avance, plus elle, au fond, elle corrige des erreurs, comme dit Bachelard, elle corrige des perceptions. On dit, ah ben non, ce qu'on pensait être le bon modèle, ça ne marche pas. Et il faut recommencer sans cesse. Donc ça, c'est un objet déjà extrêmement intéressant d'un point de vue philosophique et théologique. L'extraordinaire complexité et, pour ainsi dire, le côté mystérieux, on dit bien matière fantôme pour dire matière noire, de cet univers, de notre univers. Je me tourne vers vous, Inès Safi, puisqu'en physique quantique, en quoi cette physique quantique a bouleversé notre vision de l'atome? Vous parliez également d'un bouleversement de notre vision du monde. Alors, je vais justement rebondir sur l'atomisme de Démocrite pour faire d'abord un rappel historique. Commencer d'ailleurs, l'atomisme est apparu déjà en Inde, mais il faut quand même, j'insiste, sur la motivation d'ordre métaphysique de l'apparition de l'atomisme. C'était vraiment, ça montre la porosité entre les différents domaines, à la fois de la philosophie, de la théologie et des sciences, et les cloisons qui sont quand même modernes de nos jours, avec en particulier le positivisme. Et donc en fait, c'est déjà en 600 avant Jésus-Christ, on parlait de Kanda, mangeur d'atomes, qui est donc un érudit en Inde, qui parlait d'atomes qui deviendraient visibles seulement quand ils s'assemblent. Et on pense que ça a eu des influences sur l'atomisme grec, ça remonte quand même à loin. Mais il y a une lecture de Démocrite qui est peut-être erronée, et Démocrite n'est pas, contrairement à ce que disent certains matérialistes philosophiques, un matérialisme au sens où il a réduit les atomes à des entités comme des billes, et il parlait même, je pense, d'après par exemple un philosophe allemand, donc Heinz Weizmann, que je vous invite vraiment à lire son ouvrage là-dessus, il a plutôt parlé d'idées. Donc ça ressemble plus à des idées de Platon, puisque des atomes pouvaient même être aussi plus grands que la Terre. Et par la suite, évidemment, Aristote avait mal interprété Démocrite pour en faire un adversaire facile à abattre. Et c'est ainsi que l'idée que c'était des atomes tout simplement comme des billes est restée quand même pérenne pendant 2000 ans. Ensuite, l'atomisme a été combattu par les Grecs, abandonné aussi par les pères de l'Église, et c'est grâce au Calem, qui est un mouvement donc des Mu'tazilites en terre d'islam, qu'il a été réhabilité. Et qu'il a été sur la raison, l'approche de la... Oui, exactement. Le Calem, c'est une doctrine rationaliste au sein de l'islam qui a fictivement défendu l'atomisme, mais de différentes façons, avec plusieurs doctrines, avec aussi la possibilité que les atomes ne soient pas étendus, mais aussi qu'ils soient éphémères, qu'ils ne sont pas éternels comme chez les Grecs. Et c'est grâce à ça qu'on va voir l'introduction aussi en Europe de l'atomisme, à travers Gassendi et Giordano Bruno, qui s'étaient imprégnés par cette ambiance islamique, et que petit à petit, effectivement, l'atomisme va trouver sa voie. Et une étape très importante, c'est l'atomisme accordé à la lumière par Al-Hazen, donc là on est dans l'année 1200, et là ça a été une étape très importante, donc cette nature corpusculaire adoptée par Newton parce qu'il avait l'ouvrage de Al-Hazen, et c'est une idée qui est revenue lors de la naissance de la physique quantique avec Planck et puis Einstein. C'est intéressant, on a des correspondances. Voilà, ce n'est pas une évolution linéaire, si vous voulez, tranquille de la science, il y a quand même des allers-retours qui sont très intéressants. Et du côté théologie, judéo-chrétienne ou philosophie, que dit-on, comment approche-t-on la matière? Alors, si on veut parler sur le plan de la théologie, eh bien, la matière, c'est d'abord ce qui constitue la différence entre la création et le créateur. Alors, d'un point de vue théologique, pour les monothéismes, l'idée est affirmée qu'à la racine de l'univers, il y a un créateur de cet univers. Ce créateur ne peut pas faire partie de cet univers, il le transcende, mais il le cause. Et c'est la matière qui manifeste cette différence
entre le créateur et la création, et aussi, ensuite, le créateur et les créatures. La matière est un vecteur? Oui, enfin, elle est ce par quoi, si vous voulez, elle marque la finitude. Au fond, c'est pas la création, ce n'est pas Dieu qui s'augmente lui-même. C'est Dieu qui fait paraître quelque chose qui n'est pas lui, mais qui, aux yeux des croyants, peut se rapporter à lui. D'où l'idée qu'il y a que si l'univers n'est pas Dieu, il y a cependant une présence de Dieu à travers des signes, ce que les chrétiens appelleront une révélation, à travers des manifestations. Donc ce n'est pas totalement étranger, si vous voulez. C'est très différent du Dieu d'Épicure ou du Dieu des Démocritéens, qui étaient... Alors, ils ne disaient pas, ils ne sont pas athées, ils ne disent pas qu'il n'y a pas de Dieu, mais Dieu est entre les intermondes, entre les galaxies, et il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les galaxies. Donc, si vous voulez, d'un point de vue de théologie chrétienne, on pourrait dire Dieu s'occupe de l'univers. Mais ça ne veut pas dire qu'il le dirige ou qu'il le... Ça ne veut pas dire qu'il le dirige, il y laisse la liberté qu'on retrouve de façon métaphorique dans la physique quantique. C'est-à-dire, il y a de la probabilité et de l'indétermination dans cet univers. Il n'est pas mécaniquement conduit par nous. On se reconnaît là. Pour conclure cette table ronde, une question que j'adresse à vous trois, réagissez, la chose difficile de manière concise. Est-ce qu'on peut penser que la matière, finalement, se trouve à un autre niveau que la physique, que les secrets du cosmos pourraient se trouver ailleurs que dans les explications de la physique? Regardez-moi. Je regarde le physicien des Bien, particules. Je crois dans les lois de la physique. Je viens d'écouter Ghislain Waterloo qui parle de Dieu, qui crée l'univers et qui a, après la liberté, cet univers de se transformer, de faire une évolution. Bon, pour moi, ce sont les lois de la physique. On connaît déjà, dans ce 5% de l'univers qu'on connaît, on a des lois, on a 4 interactions fondamentaux, d'accord? On connaît un certain nombre de particules fondamentales, de constantes de couplage, c'est-à-dire combien de particules interagissent avec une autre, et ce sont des lois qui permettent l'évolution de l'univers. Nous, on est parti du Big Bang et on arrive à la vie sur la Terre, si vous voulez. Évolution des interactions, est-ce qu'on peut dire que l'univers est vivant? Difficile à répondre à une question comme ça. Hein. Il faut définir ce que la vie est. Alors justement, précisément, merci pour cette magnifique transition, merci à tous les trois. Nous savons qu'il faut donc 3 ingrédients pour une recette cosmique, 3 ingrédients dans l'univers, la matière qui a une masse, l'énergie qui est à l'origine du mouvement perpétuel et puis l'espace. L'univers est né d'une explosion d'énergie pure et d'une manière ou d'une autre, cette énergie s'est transformée en matière qui a donné des étoiles, des planètes, tout ce que nous sommes constitués, ce dont nous sommes constitués. Après des milliards d'années, notre univers est toujours là et demeure une passionnante énigme. Peut-on imaginer être les composants basiques de quelque chose qui nous surpasse? La question reste ouverte. Elle touche également à l'idée de conscience d'être et à 2 réalités supposées irréductibles, le corps et l'esprit, la matière et la spiritualité, le tangible et l'intangible. Matière et spiritualité, une dualité irréconciliable, ce sera le 2e thème de cette table ronde. Pour ouvrir cette 2e séquence de notre table ronde, j'aimerais accueillir Jacques Arnoux, nouvel invité sur ce plateau. Vous êtes ingénieur agronome, docteur en histoire des sciences et docteur en théologie. Je vous en prie, Monsieur Arnoux, venez nous rejoindre au pupitre. Vous occupez une fonction très spéciale, celle d'expert éthique au Centre national d'études spatiales à Paris. Vous expliquez avoir commencé votre carrière professionnelle sur les flancs du Pilatus et du Rigi, à l'époque où les pluies acides et le dépérissement des forêts ont fait entrer les forestiers dans l'ère des techniques modernes.
Entré dans l'ordre des Dominicains, vous avez ensuite eu la chance de parcourir le champ des relations entre les sciences, nos sociétés et les démarches religieuses. Charles Darwin, ses successeurs, ses contradicteurs vous ont alors beaucoup occupé. Puis, vous aussi, vous êtes tombé dans une marmite, la marmite spatiale. Le Centre national des études spatiales, l'Agence spatiale française, qui vous a confié la mission de développer une réflexion éthique sur les activités menées par les humains dans l'espace. Même après avoir quitté la vie religieuse, il y a une douzaine d'années, vous avez continué à réfléchir aux implications théologiques de la recherche scientifique. En chemin, vous avez croisé la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, de René Dubos et de Giordano Bruno. Votre dernier ouvrage, pour ne citer que celui-ci parmi la vingtaine que vous avez écrit, s'intitule « Qui va là ? L'humanité face à l'extraterrestre », un titre qui en dit long sur votre démarche, qui en revient toujours à l'être humain face à ce qui le dépasse, le terrestre, l'extraterrestre ou le divin. Aujourd'hui, vous nous proposez de parler de cette immensité sous un titre « Mais le roseau pensant ». Merci Marie-Gabrielle de cette présentation et puis merci à la Suisse de m'inviter, de revenir au bord du lac de Genève. Et comme vous l'avez entendu, j'ai quelques liens dans mon passé avec votre beau pays, des liens forestiers. Et puis ce lien un peu indirect, vous avez évoqué le nom de, d'ailleurs vous êtes la deuxième à l'évoquer, de Giordano Bruno, qui est un frère pour moi quelque part. Et vous savez qu'il est passé par Genève, pas très longtemps. C'est l'un des lieux dont il a été excommunié, mais il a été excommunié de pas mal de lieux. Là n'est pas le sujet. Tout à l'heure, Inès disait « La physique nous dit ce que le réel n'est pas. » Et l'homme, qu'est-ce que la physique en dit? Et Dieu, qu'est-ce que la physique en dit? Ce qu'ils ne sont pas, point d'interrogation, pourrions-nous dire. C'est vrai que la science, au-delà même, plus encore que la physique, nous dérange, nous bouscule dans notre humanité. Ce n'est pas nouveau. J'allais dire, c'est peut-être une de ses principales missions, d'ailleurs. Et les physiciens d'aujourd'hui, ou même ceux d'hier, doivent beaucoup à ce qui s'est passé au XVIe, XVIIe siècle. Vous vous souvenez de cette grande révolution moderne, cette première révolution scientifique moderne, celle des astronomes, et qui ont introduit une idée qui est essentielle pour les sciences aujourd'hui, et pas seulement celle de la physique, c'est l'idée d'univers. Jusque-là, on était dans une approche cosmique des choses, duale. Il y avait le cosmos parfait, ce n'était pas pour nous. Nous, on était sur Terre avec de la matière, des lois différentes. Et puis, Copernic, Galilée, tous les autres, Newton, vont nous dire « Non, non, il faut approcher le réel, quitte à dire ce qu'il n'est pas, d'une manière unique. C'est un univers auquel nous appartenons. Soit. Donc nous développons l'astronomie, nous développons la physique, la chimie, la biologie, on en parlera tout à l'heure, et l'on entend, eh bien voilà, nous sommes des êtres, des réalités qui sont constituées de la même matière que toutes les autres réalités autour de nous, qui sont dirigées par les mêmes lois, et vous l'avez compris, j'ai quelques accointances avec le milieu du vivant, les mêmes lois, en particulier d'évolution. Donc deuxième révolution, cette fois-ci biologique, voici le Charles Darwin qui débarque, accompagné de son singe, et qui vient nous déranger. Oui, mais tout ça, c'est bien beau. Que devenons-nous, nous, les humains, dans ce que nous pensons être quand même, dans ce que nous croyons être, nous espérons être? Alors il se trouve qu'à la même période, et pour les mêmes raisons, d'où le titre que j'ai donné à mes quelques minutes, il y a un philosophe français qui dit « Oui, mais l'être humain, entre ces deux infinis, celui que nous venons d'évoquer, c'est infiniment petit, mais nous le disions tout à l'heure en arrivant, qui demande des machines énormes pour l'aborder, et les machines sont tout près d'ici. Et puis, donc c'est infiniment petit, et c'est infiniment grand. Marie-Gabrielle, vous l'avez dit, je suis tombé dans la marmite spatiale, c'est une autre histoire, où là, regardez les dernières images du James Webb, nous sommes perdus au milieu de milliards d'années-lumière, de galaxies. Tout se compte en milliards, pas seulement le coût des programmes spatiaux. C'est encore pire quand vous comptez le nombre de galaxies et d'étoiles. Alors nous sommes perdus entre ces deux infinis. Et pourtant,
disait-il, nous sommes un roseau pensant. Et ça, c'est notre fierté, au moins notre singularité. J'ai récemment débattu avec un scientifique français qui dit « Attention, la pluralité des mondes, du calme. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul d'habité. C'est notre terre. Il n'y a qu'une vie. C'est celle que nous connaissons, que nous touchons, dont nous souffrons parfois, et aussi qui nous procure tant de bonheur. Nous sommes, en plus, oui, fragiles, roseaux, mais pensants. Et s'il y avait un petit saut à faire dans le domaine de la théologie, permettez-moi simplement de citer un de ces très beaux textes, tout simples, souvent répétés, qui appartient à la Bible et qui avait déjà perçu cet enjeu-là. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Toi, Dieu, le Créateur, tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. L'affirmation du croyant, ce n'est pas celle de l'hubris, de l'orgueil grec, et pas seulement grec d'ailleurs, il continue à influencer nos manières. C'est celui, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, et quelle que soit sa théologie, dit « Je ne suis pas la fin de toute chose. Je suis relié, on va dire comme ça, théologie de la création, théologie de la relation, je suis relié à un créateur auquel je dois tout et qui pourtant me laisse libre et unique. Je suis un roseau pensant. » Merci Jacques Arnoux pour cette poésie qui nous inspire dans la réflexion. J'ai envie tout de suite de vous donner la parole, Inès Safi, sur ces questions de la mystique soufie qui parle des noms divins, des attributs divins, cette finalité de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Il me semble que ça rejoindrait un petit peu cette idée que Jacques Arnoux nous présente dans « Qu'est-ce que l'homme ?» un peu moins qu'un Dieu. Oui, alors effectivement, la place de l'être humain, d'abord, pour moi, n'est pas conditionnée par la pluralité ou pas de mondes habités, puisqu'il peut tout à fait y avoir d'autres vies, mais cela ne contesterait pas cette place primordiale. Et c'est un petit peu à l'image des piliers dans une mosquée à la mosquée de Cordoue, où en fait chaque pilier a son importance, chaque pilier est un centre en quelque sorte du monde. La pluralité de ces mondes habitables a été envisagée au cours de la tradition islamique, et on la retrouve encore dans un ouvrage récent de Alawi au début du XXe siècle. Et c'est plutôt un signe de la puissance divine de pouvoir créer plein de mondes et plein de soleils. Ensuite, pour le statut de l'être humain, il est considéré dans certaines doctrines du soufisme comme étant l'esprit même du cosmos. Et donc le cosmos, en quelque sorte, serait un corps sans âme s'il n'y avait pas l'être humain. Et ceci me rappelle effectivement les hypothèses de ceux qui pensent, on va y arriver peut-être sur l'écologie, que la Terre pourrait peut-être continuer à vivre sans l'être humain. En fait, sa place est primordiale et le cosmos est considéré aussi comme une image de Dieu dans un miroir. Et là, on touche aussi au monde imaginal. Alors, ce n'est pas l'imagination tout à fait, qui peut être déployée sur plusieurs niveaux, mais c'est un monde imaginal dans le sens où il est cette image dans un miroir. Et vous voyez, l'image, elle n'est ni égale à Dieu, ni égale au miroir. Et donc là, on est dans des ismes qui sont intermédiaires et qui sont un peu comme un rêve. En fait, le cosmos, c'est un peu comme le rêve de Dieu. Donc, il a une réalité, il n'est pas illusion, et cette réalité a besoin, puisque c'est un rêve, à l'instar de l'interprétation des rêves, a besoin d'être interprété. Et donc, il y a une sorte... alors, ces ismes, ils sont entre deux réalités différentes, donc ils peuvent tout à fait prendre les attributs d'une face qui se tourne vers Dieu, qui est en fait l'être avec grand E, ou vers la non-existence, en fait. Et on n'est plus dans le tiers exclu d'Aristote, le A et le non-A peuvent être tout à fait vrais. Il peut être, et comme pour Dieu, en fait, il peut être, oui, il peut être existant. En fait, le cosmos est à la fois existant et non existant. Qu'est-ce que vous inspire ces propos?
Guylain Waterloo. Oui, tout ce qui a été dit me fait vraiment penser que nous sommes un paradoxe extraordinaire. C'est-à-dire que nous ne sommes presque rien. Ce dont nous nous sommes rendus compte petit à petit, quand on regarde les cosmologies et les pensées religieuses d'il y a 2-3 000 ans, nous étions au centre, tout était en quelque sorte fait pour nous. On s'aperçoit qu'on est presque rien. Et que l'univers est toujours, ce qui était d'abord des mondes, puis ensuite est devenu un univers, est toujours plus grand que ce que l'on croyait. On est perdu comme un point au milieu de tout cela. Mais alors, il y a deux façons de l'aborder. Soit on dit avec Pascal, que vous citiez tout à l'heure, eh bien, le silence éternel de ces mondes, de cet espace infini m'effraie, ou alors on peut aussi penser, avec le même Pascal, nous sommes des roseaux pensants. Le paradoxe, c'est que l'univers prend comme conscience de lui-même à travers nous. Et à travers, au fond, tout être vivant et pensant. Il y en a peut-être ailleurs. Et le fait qu'on ait découvert dans notre quartier, entre guillemets, c'est-à-dire dans un petit coin de la Voie lactée, déjà des milliers d'exoplanètes, et qu'on sait qu'il y a, pour l'instant, le chiffre monte toujours, mais il y a 2000 milliards de galaxies qui sont composées de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Bon, vous voyez. Est-ce que je peux exprimer sous cette forme, ce que vous venez de dire sous la forme de cette question? Est-ce qu'on peut imaginer qu'une conscience d'être puisse émerger de cette matière? Oui, elle émerge, c'est-à-dire que de fait, c'est-à-dire que nous sommes conscients, pensants, réfléchissants, et une des plus belles choses que nous puissions faire, c'est pas comme les autres animaux d'assurer uniquement la pérennité, notre survie et ce qui vient devant nous, mais de tourner la tête vers le ciel ou de nous rapporter aux autres selon des catégories qui ne sont pas celles de la force. Et cela, c'est vraiment notre dignité et ça manifeste la pensée. Alors on peut l'appeler, si on veut, élévation à l'être. Il y aurait beaucoup à dire sur la question de l'être quand on sait que tout est mouvement aussi, vous voyez, alors que l'être, on le pense plutôt fixe, mais tout est mouvement, tout est devenir. Bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes pensants et qu'à travers cela, et peut-être qu'il y a ainsi dans l'univers des éclats de pensée, ça et là, les soleils sont des éclats, des lumières. Et ben, si on regardait la pensée, si on arrivait à lire la pensée sous forme de lumière, peut-être qu'il y aurait des multitudes de petits éclats où l'univers se réfléchit, se pense, à des degrés, à des niveaux différents. Des éclats de lumière, le reflet de Dieu dans un miroir. Jacques Arnoux, je vois que vous abondiez sur l'idée de la... Frère Giordano disait à propos de la nature, et c'est intéressant, j'en fais pas un saint, au contraire, il n'a rien à voir aujourd'hui, enfin il est totalement détaché de la tradition chrétienne, dont il doit quand même beaucoup. Il parlait de la nature comme l'ombre de Dieu. Il ne confondait pas la nature et Dieu, ce n'était pas un panthéiste. Mais on revient, est-ce que c'est le rêve de Dieu, le miroir de Dieu, l'ombre de Dieu? Ce qui est important, c'est que chaque fois, ce sont des propos qui nous rendent très attentifs à ce que nous sommes et à la nature dans laquelle nous sommes. Ce ne sont jamais se détacher de la matière parce qu'il faudrait s'en détacher pour s'élever. Non, c'est prenons au sérieux cette matière, cette nature. Ils sont l'ombre, le rêve de Dieu. Donc si nous voulons approcher de Dieu, ce qui est peut-être le propos d'un certain nombre d'entre nous ici, eh bien, n'ayons pas peur de la matière. Et là, je rejoins un autre de mes frères, en fraternité spirituelle, qui était Teilhard de Chardin, qui disait, mais il faut absolument que ces catholiques là autour de moi arrêtent d'avoir peur de la matière. Il faut au contraire se plonger dans la matière pour la transformer en or, parce qu'il faut purifier, et nous purifier, parce que c'est comme ça qu'on découvrira Dieu. Donc il y a aussi avoir confiance dans cette réalité à laquelle nous appartenons. L'ombre de Dieu, effectivement, c'est aussi une métaphore qu'on retrouve dans la tradition soufie, en particulier le Ghazali, mais c'est une ombre qui a quand même une valeur, puisqu'elle est justement porteuse de signes et qui nous renseigne sur Dieu. On parle de livre cosmique qui analogue au livre coranique, au livre en tout cas révélé, et les signes, en fait, c'est un mot qui est désigné par le mot aya, qui est un mot arabe qui désigne à la fois signe, un verset coranique et un signe dans l'univers. Et donc, vous me parliez des attributs divins. En fait, les attributs se manifestent dans le cosmos. Donc, alors justement, les attributs,
il y en a des centaines, mais les attributs principaux, par exemple, ça serait le rayonnant d'amour, c'est qu'on traduit avec une moins de force par miséricordieux, Ar-Rahman, ça serait le connaissant, la connaissance. Le rayonnement d'amour, la connaissance. La justice, la connaissance, donc qui est importante, le désireux, celui qui a le désir, parce que le désir est un moteur très important dans l'union aussi amoureuse, dans l'union aussi avec donc Dieu. c'est une aspiration. Ce sont des attributs qui se manifestent à la fois dans l'inerte et dans le vivant. C'est pour ça que l'émir disait par exemple qu'il ne fallait pas détruire la branche d'un arbre parce que ça empêche ces attributs divins de se manifester, et qu'on trouve aussi que dans le Coran, Dieu s'adresse aux montagnes, il leur parle en fait. Les prophètes parlent aux oiseaux. Il y a des érudits qui font des poèmes en se disant être inspirés par des plantes, par des roses, par des oiseaux. Et en fait, tout est vraiment habité par le souffle divin, sauf que l'être humain a la particularité de pouvoir réunir tous les attributs. Et donc il a la possibilité de prendre conscience du cosmos, alors que le cosmos n'a pas nécessairement conscience de l'être humain. De l'être humain. Cet être humain que Darwin nous a donc dit avoir suivi, être arrivé l'évolution du cosmos, l'apparition de la vie, ayant suivi ce processus de l'évolution, ce principe d'évolution dans les cultures spirituelles a été reçu de manière plus ou moins chaotique, plus ou moins bienvenue. Souvent très mal reçu. Souvent très mal reçu, absolument. Alors ici, il a été mal reçu parce qu'évidemment, il nous infligeait une sorte d'humiliation. Il semblait, nous sommes des animaux qui venons d'autres animaux, des singes. Donc évidemment, ça mettait en cause les schémas initiaux. Mais vous voyez, je pense que... Parfois aujourd'hui encore d'ailleurs. Oui, bien sûr, absolument, tout à fait. On peut avoir il y a un certain nombre de croyants dans autant pour les chrétiens, protestants que catholiques, qui sont encore créationnistes ou veulent prendre à la lettre la Bible comme si c'était un livre de science. Mais cela, quand on a une position, un effort critique à l'égard de la croyance religieuse, c'est tout de suite dissous. En fait, surtout, ce sur quoi il faut peut-être insister un peu aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, c'est la dignité de la matière. Parce que, somme toute, peut-être que pour les fins dernières, peut-être ce qu'on appelle, il y a un gros mot en théologie, l'eschatologie, peut-être que pour les fins dernières, on pense un accueil en Dieu où notre présence serait sans matière, encore que on parle de résurrection des corps glorieux dans la théologie chrétienne. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans cet univers, nous ne pouvons pas penser sans matière. Et une pensée au sens plein du terme, qui implique aussi la sensibilité et l'imagination. Donc, si vous voulez, tout cela se fait avec un support et avec une connexion avec la matière, parle à travers la matière. Et à travers la matière telle qu'elle s'est constituée petit à petit dans la vie, dans le mouvement, dans l'évolution de la vie, et qui est extrêmement précieuse parce qu'elle pourrait être détruite en un rien. Donc il faudrait aussi être très attentif parce qu'on regarde l'univers très loin, mais la petite couche de quelques dizaines de kilomètres qui fait que nous pouvons vivre pourrait être détruite et la faire disparaître, cette vie pensante, ici en tout cas. Et avec vous, Jacques Arnoux, petit retour sur l'accueil de cette théorie de l'évolution dans la théologie catholique. Vous nous avez mentionné Pierre Teilhard de Chardin qui, lui, s'est démarqué en embrassant l'évolutionnisme, mais contre l'avis de beaucoup de ses pairs. Il n'était pas le premier dans l'histoire vraiment de la réception, on va dire, des idées d'évolution au sein du christianisme en général et du catholicisme en particulier. Il n'est pas le premier puisque lui a travaillé dans la première moitié du XXe siècle et que Charles Darwin publie dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais c'est vrai qu'il est devenu un peu la figure emblématique parce qu'il n'a été pas vraiment condamné, mais en tout cas écarté pour avoir défendu ses idées. Et c'est vrai qu'ensuite, son œuvre, après sa mort, a beaucoup influencé la réception progressive par les autorités catholiques, par la théologie aussi, de ces constats. D'abord, ça commence, c'est ce que disait Jean-Paul II à la fin des années 90, il faut d'abord constater qu'il y a des faits. Les fossiles, ce sont des faits. On se heurte aux fossiles. Le monde n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Point. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait un monde précédent avec un déluge comme certaines visions créationnistes ? Ou bien est-ce qu'on dit, non, il y a quand même une continuité et effectivement, le monde a été différent. Après, se posent effectivement beaucoup de questions.
en disant alors ça veut dire que Dieu ne dirige pas tout, que ce n'est pas des équations de Dieu il y a X millions ou milliards d'années qui se déroulent suivant un plan bien établi, mais qu'il y a de l'aléatoire, il y a, je ne sais pas, alors ensuite le lien avec la physique quantique, je n'en sais rien. En tout cas, c'est à partir de là aussi finalement la reconnaissance du psalmiste que je citais, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, je me place dans ma posture de croyant, d'orant, et je regarde qui je suis, et je rends grâce à Dieu pour ce que je suis aujourd'hui, avec toute une histoire que, dans une certaine tradition, on appelle histoire sainte. Je n'en suis pas totalement l'acteur, mais j'en suis aujourd'hui celui qui la reçoit, celui qui en hérite, et à partir de là, celui aussi qui en est responsable pour le futur. Responsabilité. Merci pour ce mot, nous allons y revenir plus en détail. Rendre grâce, donc, même lorsque l'on pense, l'on dit, on le reconnaît que Dieu ne dirige pas tout, c'est donc chercher à comprendre, à expliquer le monde. Cette quête d'explication conduit à voir autrement et à penser autrement. C'est ce que nous avons entendu, ce qui ne se fait pas facilement. Dépasser la dualité entre matière et spiritualité, considérer que les espèces ne sont pas fixes, ne sont pas créées une fois pour toutes, mais qu'elles évoluent et sont même reliées dans une sorte de foisonnement à travers un arbre généalogique dont l'homme n'est plus le centre, mais un animal comme les autres. Voilà qui a bouleversé totalement la vision du monde vivant et l'idée que l'homme se faisait de lui-même. Mais comment le vivant est-il apparu sur Terre? C'est à l'exploration de ce thème que nous consacrerons le 3e volet de cette table ronde. Origine de la vie, une infinie découverte. Pour cette 3e séquence de notre table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Morel, notre dernière invitée de cet événement. Marie-Christine Morel, vous êtes professeure de biologie à l'Université Pierre et Marie Curie, chercheure à l'Institut de systématique, évolution, biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle. Spécialiste de l'évolution moléculaire et des origines de la vie, vous avez publié de nombreux articles et livres dans ce domaine à destination du public spécialisé et du grand public. Vous êtes également, à ce titre, rédactrice en chef de la revue Arts et Sciences et directrice du département Biology, Medicine and Health de l'ISTE, la maison d'édition internationale indépendante établie à Londres. Votre intérêt pour les sciences de la vie fut éveillé très tôt par une question, celle de l'origine des premières cellules vivantes. Après des études universitaires à l'université d'Aix-Marseille-Lumini et un DEA dans le laboratoire de biologie cellulaire du professeur Jacques Ricard, vous faites votre choix, travaillez sur les origines de la vie et vous rejoignez le laboratoire du docteur Jacques Nignot, spécialisé dans les approches moléculaires de l'évolution. Tout en enseignant, vous menez et soutenez votre thèse sur les catalyseurs d'intérêt prébiotiques apparentés aux acides nucléiques. À cette époque, la biologie moléculaire connaît un bouleversement profond avec la découverte du monde à ADN qui aurait été précédé par un monde à ARN. C'est dans cette perspective que vous prenez un congé formation pour poursuivre vos travaux de recherche. En vous recrutant, l'université Paris 6 créera pour la première fois en France une chaire sur les origines de la vie. Dans la conduite de vos recherches, vous développez des collaborations outre-Atlantique et une approche pluridisciplinaire avec des géologues, mais aussi des astrophysiciens. Ce que vous découvrez à travers vos travaux trouve des applications dans d'autres domaines de recherche et étant fondamentalement attaché à la recherche de toutes les origines, vous penchez également sur les échanges cellulaires entre mère et fœtus. Votre soif de connecter les savoirs est là. Il vous a poussé à explorer ce que vous appelez des outils d'investigation d'un autre ordre. Vous embrassez également à ce titre un parcours en philosophie et riche de ces travaux. Vous venez nous livrer votre vision sur les origines et l'évolution de la vie sur Terre. Bien, mais je vous remercie beaucoup, Marie-Gabrielle, pour cette
longue introduction, et puis qui va me donner l'occasion de dire un petit peu quelque chose de personnel. Et je remercie évidemment les organisateurs d'organiser ce genre d'initiative que je n'ai pas l'habitude de connaître, puisque je suis dans un monde scientifique dont on va parler un petit peu contraint. Et je n'ai aucune érudition théologique, mais je suis extrêmement intéressée par la spiritualité. Donc, c'est sans doute la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Alors, ce qui m'a intéressée aussi dans les propos de Jacques Arnould, c'est Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, pourquoi? Donc, je vous livre 3 secondes de ma vie personnelle. Lorsque j'ai commencé mes études de biologie, après avoir fait des études de philosophie, donc lorsque j'ai commencé mes études de biologie, eh bien, j'ai fait de la géologie. J'ai fait d'abord de la géologie. Et j'avais un professeur de géologie à Aix-Marseille qui était passionné par Teilhard de Chardin. Et j'ai été, moi aussi, donc, entraînée vers ces idées. Et j'étais donc même, comme on dit, la première de mon amphi, enfin je ne sais plus comment on dit maintenant, en géologie, sur une dissertation que j'avais faite sur Teilhard de Chardin. Et puis ensuite, j'ai été attirée, comme vous l'avez expliqué, par la puissance de la biologie moléculaire, tout ce qui se révélait dans l'ADN et dans les promesses de la biologie moléculaire, donc. Et donc j'ai laissé tomber la géologie et mes aspirations premières j'ai laissé tomber ces premiers pas pour me rejoindre et la biologie. Mais je n'ai fait de la biologie que parce que je voulais développer des travaux sur les origines de la vie. Donc il y avait un lien, mais bon, distancié par rapport à mes amours originels, je peux dire. Donc la question que je voudrais développer, mes 5 minutes, c'est vraiment pour développer. Alors évidemment, je sais que d'autres m'ont précédé et ont développé 13,5 milliards d'années avant aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça absolument prodigieux, tout ce que j'ai entendu. Et moi, je vais vous parler d'un temps beaucoup plus court et en même temps d'un temps très profond, qui est celui des origines de la vie, qui a commencé sur Terre il y a 4 milliards d'années environ. On n'est plus à 100 millions d'années près lorsqu'on parle des origines de la vie. Donc ces origines de la vie se sont développées sur Terre, enfin ce que nous connaissons aujourd'hui. La vie ailleurs est une question très très importante, mais je ne pourrai pas en parler aujourd'hui. Par contre, les origines de la vie sur Terre se sont développées il y a environ 3,8 milliards d'années, et j'annonce ce chiffre uniquement sur la base de traces plausibles de fossiles trouvés dans des stromatolites, des couches de pierre, mais ce sont des traces uniquement plausibles. Ensuite, jusqu'à 540 millions d'années. Donc vous voyez qu'entre 3,4 milliards d'années et 540 millions d'années, il s'est écoulé 3 milliards d'années de vie sur Terre, dans l'eau, et puis qui est sortie de l'eau. Et il s'est écoulé 3 milliards d'années au cours de laquelle les géologues, les astrophysiciens, les géochimistes peuvent déceler un certain nombre de modifications qui se sont produites sur Terre et qui ont entraîné des phases de vie différentes, phases de vie marquées par l'évolution de bactéries, qui sont les premières cellules qui sont apparues, et qui sont passées, par exemple, d'une vie anaérobie, il y a 3,4 milliards d'années, c'est-à-dire qui vivaient indépendamment de l'oxygène, à une vie aérobie à 2 milliards d'années, où il y a eu ce que l'on appelle la grande catastrophe de l'oxygène, Donc vous voyez que ces 3 milliards d'années font l'objet de recherches absolument intenses, à la fois de la part de biochimistes, de chimistes et de géochimistes, pour comprendre comment ces premières cellules se sont formées. Alors est-ce que ça s'est formé dans l'eau? C'est l'hypothèse de la soupe prébiotique. Est-ce que ça s'est formé sur des surfaces minérales? C'est par exemple le rôle de l'argile. Et le rôle de l'argile est fondamental dans la pensée humaine, puisque, comme vous le savez peut-être, l'argile
plusieurs penseurs grecs, dont le nom a été évoqué ici, supposent qu'il y a eu une génération spontanée de la vie à partir de la boue chaude du Nil, par exemple. Des crocodiles, des serpents seraient apparus aux origines de la vie. D'autres proposent que la vie est apparue dans l'eau à partir de molécules qui étaient présentes dans l'espace et qui se sont déposées dans l'eau. C'est l'hypothèse de la soupe prébiotique. Et à un moment donné, dans les années 1950, avec un grand chercheur qui s'appelle Stanley Miller, eh bien, ces premières molécules ont pris corps, si je peux dire, dans un ballon où il a simulé, il a mis en présence des molécules présentes dans l'atmosphère. Il a réalisé une réaction que l'on appelle prébiotique en envoyant une étincelle électrique dans ce ballon. Et cette étincelle électrique a fait réagir les molécules qui ont donné ce que l'on appelle les briques élémentaires du vivant. Briques élémentaires du vivant que l'on retrouve dans les protéines sous forme d'acides aminés ou briques élémentaires que l'on retrouve dans l'ADN. Ce sont les nucléotides assemblés bout à bout et qui seraient porteurs du message génétique qui fait que nous sommes qui nous sommes et qui fait que toute forme de vie a une descendance qui lui est propre. Donc, je ne sais pas comment je peux aller au-delà de ces réflexions, mais ce que je voudrais signaler, c'est que quand même, et c'est la raison pour laquelle je suis aussi très sensible à la spiritualité, c'est que la science galiléenne a beaucoup marqué ces quelques derniers siècles en disant que, en s'appuyant sur le fait que le livre de l'univers est écrit en langage mathématique. Autrement dit, comme disait Jean Rostand, certains voudraient nous faire croire que l'univers est un tableau noir sur lequel on peut écrire des formules et des équations mathématiques. Donc évidemment, cela a été repris par un certain type d'activité scientifique, par exemple Schrödinger, un très très grand physicien, et tous les noms que je dis, même si ils sont contestés et contestables, eh bien, n'entachent en rien la qualité de leurs travaux scientifiques. Eh bien, Schrödinger, lui, voyait dans l'ADN, enfin dans une molécule porteuse d'informations, un cristal apériodique, c'est-à-dire il mettait en œuvre, si vous voulez, quelque chose d'inerte, porteur d'un message génétique. Et Jean Rostand, par exemple, qui était un très très grand biologiste, répondait un petit peu plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, que une biologie autonome qui risque l'accusation de vitalisme, eh bien, était... donc ça, c'est pas Jean Rostand. Jean Rostand, lui, ce qu'il disait, c'était que le mécanisme mis en œuvre par la science galiléenne, par les travaux qui ont suivi ceux de Schrödinger, il disait que le mécanisme vivait à expliquer la vie sans la vie. Et ceci a été repris aussi de manière très très intéressante par un médecin qui était aussi épistémologue, Georges Canguilhem. C'était Georges Canguilhem, donc je voulais reprendre, qui parlait d'une biologie autonome, c'est-à-dire indépendante de la physico-chimie, vers laquelle tout le monde voulait réduire cette place unique dans l'univers et sur Terre. Aujourd'hui, on se dirige davantage vers une définition de la vie. Alors, des définitions de la vie, il y en a plus de 200. Il y a des ouvrages qui sont spécialisés dans ce genre de définition. Eh bien, aujourd'hui, quand même, on se dirige davantage vers une définition de la vie comme étant l'ensemble de toutes les relations établies entre les êtres vivants entre eux, que ce soit les microbes et les virus, que ce soit les végétaux, les animaux, et les humains et les non-humains. Vous savez qu'un être humain, nous sommes constitués de 30 000 milliards de cellules, et nous avons 10 fois plus de cellules en nous, de microbes en nous que de cellules humaines, et nous avons 100 fois plus de virus en nous que de cellules humaines. Donc, Christine Morel, donc la définition de la vie, une relation, une histoire de relation. Je vous propose de venir nous rejoindre à la table ronde pour poursuivre la discussion.
plus de 200 définitions et pas de consensus sur ce qu'est la vie, c'est tout de même étonnant. Très rapidement, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à définir? D'ailleurs, de quoi parle-t-on? De la vie ou du vivant? Qu'est-ce que c'est? Peut-être je vous donne la parole, Jacques Arnoux. Votre réaction? Je crois simplement que c'est parce que nous sommes des êtres vivants. Si nous n'étions pas des êtres vivants, nous aurions une vision de quelque chose qui est devant nous, dans lequel nous ne sommes pas impliqués. Nous dirions, voilà, si vous voulez définir ce qu'est le chocolat suisse, je peux le faire parce que tout à l'heure, vous m'en offrirez certainement au moment du café et je le regarderai devant moi. Mais nous sommes des êtres vivants. C'est comme définir un être humain. Comment se définir soi-même? Ça ne peut être qu'une définition parmi tant d'autres. Vous travaillez au CNES en tant que chargé expert d'éthique. Donc nous cherchons à définir le vivant et nous recherchons des biosignatures, nous nous posons la question de la vie ailleurs dans l'univers. Comment pouvons-nous être en position de se dire que nous la reconnaîtrions si nous la croisions? Vous posez la bonne question et tous les astrobiologistes du monde entier vous diraient la même chose. Nous sommes obligés de choisir parmi les 200 ou peut-être même plus définitions, une de manière à calibrer nos instruments. Des instruments d'observation, des instruments de mesure, et puis si un jour nous avons des éléments sous la main, de dire c'est vivant ou pas vivant. Il va falloir faire un choix. Tout à l'heure dans ma présentation, vous citiez une de mes références, qui est René Dubos, donc un biologiste français, et un de ses ouvrages s'intitule « Choisir d'être humain ». Et on pourrait dire choisir d'être vivant, en quelque sorte, nous les humains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire un choix, choisir une définition. Alors c'est un enjeu parce que de fait, puisque vous évoquez l'exploration spatiale, l'un de mes confrères nous dit souvent, évidemment, le risque c'est de passer à côté. Peut-être qu'un jour nous passerons à côté d'une réalité et nous ne saurons pas reconnaître que de fait, à bien chercher, elle est vivante. Donc il faudrait peut-être aussi faire évoluer nos propres définitions. Mais c'est ça le propre de la recherche scientifique ou de l'exploration. C'est s'affronter à des mondes inconnus. S'exposer, faire face à des mondes inconnus, faire le choix. Je saisis l'occasion pour parler d'un projet auquel vous avez participé, une interdisciplinarité aussi entre science et théâtre, l'adaptation au théâtre du roman de Vercors des années 50, Les animaux dénaturés. C'est intéressant que nous raconte cette pièce. Oui, alors cette pièce, simplement, sur l'humanité. Simplement, par rapport à la définition de vie et vivant, je voudrais faire référence pour notre table ronde et puis pour les gens qui sont intéressés par la philosophie et le christianisme, faire référence d'un livre de Michel Henry qui s'appelle « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Et dans cet ouvrage qui est très très intéressant, Michel Henry dit « La vie, c'est la génération, alors que le vivant, c'est la naissance ». Donc je trouve que dans cette simple phrase, il y a beaucoup à réfléchir. Et voilà. Alors, Marie-Gabrielle, vous me posez la question. Ah oui, de Vercors. La génération, le vivant, c'est la naissance. Oui. Et nous parlions de cette adaptation théâtrale du roman de Vercors qui pose la question de l'humanité. Comment reconnaissons-nous l'humanité? Oui, alors donc dans cet ouvrage qui est absolument magnifique, et la pièce de théâtre qui est adaptée, qui s'appelle Zoo, ou l'assassin philanthrope, eh bien, un personnage essaie d'avoir un croisement, une hybridation avec un paranthrope, c'est-à-dire un australopithèque qui a précédé l'Homo sapiens. Et à ce sujet, d'ailleurs, l'Homo sapiens ne descend pas du singe. L'Homo sapiens est un singe. Et nous sommes cousins avec les singes, et je ne descends pas de mon cousin. Donc j'ai un rapport, donc il y a toute une filiation. Et l'objet de la pièce, juste quelques mots, consiste à essayer de trouver la différence entre les australopithèques et les Homo sapiens actuels à travers cette génération hybride. Et donc, cette pièce de théâtre est très intéressante dans ce sens-là. Et selon Vercors, les êtres humains sont des animaux dénaturés, en ce sens qu'ils sont en révolte contre l'état de nature, l'état de nature étant beaucoup plus forte
que l'humanité et les êtres humains ont pris conscience de la force de la nature qui les écrase en quelque sorte, d'où la génération la génération de mythes et de religions qui ont suivi cette constatation de la force de la nature. Et à ce propos, donc, par exemple, j'ai deux références que l'on pourrait méditer. C'est celle de l'Arche de Noé, dans lequel, pressentant le déluge, ou pour éviter le déluge, les animaux de toutes les espèces ont été rassemblés sur un bateau pour être à l'abri de ce déluge, de cette manifestation de force de la nature. Et la deuxième référence intéressante dont on pourrait discuter, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que les êtres humains aujourd'hui, nous en sommes là, les êtres humains veulent être plus forts qu'un Dieu, veulent rejoindre Dieu. Et donc ils ont construit une tour pour atteindre les cieux. Et Dieu, voyant cela, a dit, eh bien, puisque vous voulez atteindre quelque chose qui est inaccessible, eh bien, je vais... tout le monde parlait de la même langue, eh bien, vous allez tous parler maintenant une langue différente. D'où l'origine des guerres. Vous me tendez une perche absolument irrésistible, puisque Jacques Arnoux, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quand les hommes se prennent pour Dieu ». On ne peut pas ne pas parler à ce moment de la table ronde du transhumanisme. Une nouvelle phase de notre humanité. Et quelque part, ça rejoindrait presque la pièce de Vercors, enfin, je dirais, ou la suite, parce que comme on dit en anglais, le pitch de cette pièce, et qui rejoint le Choisir d'être humain de René Dubos, c'est que c'est une décision de justice qui va décider que cette espèce paranthrope est en fait fait partie de l'espèce humaine. Donc il y a vraiment un choix. D'où, en passant, tous ces procès successifs, quels qu'ils soient, et tous nos problèmes juridiques aujourd'hui autour de ce que nous sommes, alors de ce que nous serons à travers le transhumanisme, parce que le transhumanisme, le fait de vouloir non seulement nous réparer, ce que nous faisons déjà aujourd'hui, avec des tas de prothèses, mais peut-être un jour de nous augmenter, voire de nous transformer, passera nécessairement, et tant mieux, par des décisions juridiques. Est-ce qu'un homme transformé est encore un humain? Est-ce qu'il a les mêmes droits et les mêmes devoirs? Et donc c'est intéressant parce qu'il y aura bien une question de droit, une question de choix, et c'est là qu'il faut porter le débat. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement se laisser impressionner, soit effrayé, soit au contraire émerveillé par les propos de la technique et des sciences en termes de transhumanisme, c'est de nous laisser dire mais qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous choisissons d'être? C'est ça le propos du transhumanisme. Est-ce tout simplement une nouvelle phase de notre évolution? Sans compter l'intelligence artificielle, les robots développés auxquels on peut attribuer des attributs humains? Si c'est une phase quand même nettement différente des précédentes, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas été les acteurs de notre évolution. Nous avons été, non pas non plus des victimes, mais c'est nos environnements, c'est un tas de choses. Et ça, ce n'est pas moi le spécialiste des questions d'évolution. Alors que là, effectivement, nous avons acquis des moyens techniques qui nous permettent de modifier des patrimoines génétiques et pas seulement de rajouter des prothèses. Ça demande effectivement une prise de conscience et des choix auxquels nous n'avions pas été confrontés jusqu'à présent. Je reviens sur le mot que vous avez prononcé un peu plus tôt dans cette table ronde, responsabilité. Prise de conscience des choix, responsabilité. Comme nous arrivons au terme de notre événement, j'aimerais vous proposer un mot que nous entendons encore beaucoup aujourd'hui, la noosphère. En quoi la noosphère peut représenter une prise de responsabilité? En quoi la noosphère peut représenter une autre manière de nous positionner par rapport au monde? Qui regardez-vous? Vous. Bon, la noosphère, évidemment, c'est un terme que nous connaissons aujourd'hui, et puis c'est un clin d'œil à Teilhard de Chardin et à certains de ses confrères du début du XXe siècle, l'idée de l'émergence d'une conscience. Pour Teilhard, c'est la dernière étape de l'évolution, depuis la matière, en passant par la conscience, mais une conscience globale. Certains aujourd'hui nous disent Teilhard est un prophète. Il avait prophétisé l'avènement de l'Internet, qui est une immense conscience en train d'émerger autour au moins de cette planète et peut-être un jour d'autres planètes. Ce à quoi je réponds, pas tout à fait, parce qu'Internet, ce sont des tuyaux, et l'enjeu, c'est de mettre une âme dans ces tuyaux. Et ça, nous ne sommes encore assez loin. Il suffit de regarder autour de nous les conflits, les difficultés de nous entendre, de faire des choses ensemble. Et la tour de Babel que vous citiez, les tentations, parce que c'est une tentation, l'Arche de Noé.
Est-ce que c'est vraiment l'avenir de l'humanité? Enfin, on ne va pas aborder la question maintenant. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons à la fois acquis des moyens, et donc c'est pour ça que je parle aussi de responsabilité, où nous ne pouvons plus dire que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas dire que nous ne possédons pas les moyens, et nous devons aussi élaborer, on revient à la question de la spiritualité, élaborer non seulement des âmes individuelles, et là on retrouve l'invitation à chacun d'avoir un parcours spirituel, mais aussi de trouver des moyens d'un parcours spirituel plus commun. D'où l'importance de ces moments aussi d'interdisciplinarité, d'interculturalité, d'interspiritualité. Inès Safi, pour conclure, de manière très concise, une image poétique sur l'histoire d'amour entre un homme et une étoile? Ah oui. Alors, en de fait, la mystique soufie? Oui, je dirais que oui, cette responsabilité, pour moi, c'est aussi remettre au centre la sacralité de tout le cosmos, de tout ce qui l'habite, puisque tout est tremplin, manifestation, tout est lieu de théophanie de Dieu. Et en fait, j'aime beaucoup ce petit conte qui reste métaphorique de Cheikh Alaoui, qui dit que Adam et Ève, ce sont des jumeaux qui sont nés à partir d'une histoire d'amour entre l'étoile et la Terre. Donc c'est l'étoile qui les a portés, et leur retour sur Terre n'est pas lié à un péché, d'ailleurs, cette notion, mais c'est juste qu'ils reviennent un peu vers leur Père. Et donc ce lien ombilical avec le cosmos, il se manifeste aussi dans l'idée que le cosmos lui-même est un macrocosme, en quelque sorte, qui détaille toutes les qualités humaines. Il y a une certaine correspondance, et la désintégration de l'être humain, malheureusement, il y est complètement, elle est tout à fait, je dirais, elle va ensemble avec la désintégration qu'on voit sur Terre, en fait. Et donc c'est vraiment pour moi l'enjeu capital de notre actuel auquel nous devons faire face. On retiendra un mot, le lien ombilical entre l'être humain et le cosmos, et l'importance de le préserver en ce nom-là. Pour conclure cette table ronde, refaisons un petit tour d'horizon. Nous savons que la matière observable, perceptible par nos sens ou nos instruments, n'est que la pointe visible d'un iceberg, une partie incroyablement infime de l'univers. Il en va de même pour le monde vivant. À mesure que nous avançons de découverte en découverte, nous pouvons nous poser la question, finalement, ne nous trouvons-nous pas avec plus de questions que de réponses? Une sorte de puzzle entreaperçu, un puzzle que l'on devine, mais qui reste une énigme plus grande encore. Ce qui est sûr et certain, nous le savons, c'est que tout est incertain. Sur ces mots, j'aimerais laisser la parole à Elisabeth Gangloff-Parmentier pour clore cet événement, la doyenne de la faculté de théologie. Mesdames et messieurs, il me revient donc la partie agréable de remercier nos intervenants, nos invités, de nous avoir tenus en haleine, de nous avoir rappelé à quel point nous sommes petits et en même temps plein de conscience et de responsabilité, et que cette quête se poursuit. Et donc aussi de nous donner cet avant-goût cette joie de l'interdisciplinarité. Donc un très grand merci, énormément de gratitude à vous, également aux autres qui vous ont précédé à cette table triangulaire, avec mention spéciale pour Marie-Gabrielle Cajoli qui a organisé et préparé tout cela avec nos intervenants et intervenantes. Grand merci à vous. Je remercie également David Ferreira-Gomez qui a orchestré ici toute la technique avec l'équipe des techniciens de Point Prod qui nous accompagne pour cette troisième table ronde. Et du côté de la faculté, je remercie également Benjamin Vété qui coordonne notre programme de conférences, de cours et de tables rondes. Donc nous avons cette chance extraordinaire non seulement d'oser penser ces questions, mais d'être mis en appétit avec tous nos sens. Grand merci donc pour cela. Et le programme se poursuit. J'annonce donc les deux choses qui continuent à se dérouler à la faculté. C'est les cours du jeudi de 16h15 à 18h, les cours de tandem de spécialistes, astrophysiciens, autres scientifiques et théologiens, théologiennes, autour de la double interrogation, expérience et vérité. Tous les jeudis
à 16h15. On peut suivre également en ligne. Et notre prochaine conférence, justement, le 22 novembre 2022, Beate Bengard, professeure de théologie et de dialogue interreligieux, portera sur les questions de fin dernière, fin du monde, fin dernière, nous en avons parlé. Que penser de la fin et des fins? Merci à vous et bonne journée.